Chapitre 20. Les paupières lourdes, Léo ouvrit les yeux et resta quelques secondes hébété, le regard fixé à la fenêtre contre laquelle il s'était endormi. Son cuir chevelu lui avait laissé une marque grasse en spirale sur la vitre. Ses yeux finirent par s'acclimater, et il regarda le talus au bord de la voie ferrée, couvert d'orties vert foncé qui se balançaient doucement dans la brise. Il lui fallut près d'1 minute pour se rendre compte qu'il faisait bien plus clair à présent. Il était temps de partir. Autour de lui, 1 ou 2 autres passagers commençaient à remuer et à s'étirer, courbaturés après une nuit dans une position inconfortable. Maman dormait, le cou tourné dans un angle qui risquait de lui faire mal au réveil. La tête sur les genoux, Grace était aussi profondément endormie. Bonjour, dit la femme noire aux longs ongles en lui adressant un sourire depuis l'autre côté de l'allée centrale. Ça va mon grand? Léo besoin de plusieurs secondes pour retrouver son prénom. Oui, ça va. Merci Eva. Il se frotta les tempes. Sa tête lui faisait mal, la faute à la fatigue, et sans surprise au stress. Ceci dit, sur l'échelle de Richter de ses migraines, cela ne représentait qu'une secousse dérisoire. Il tenda le cou vers la porte du wagon. « Où est monsieur Maréam ?»« Le vieil homme ?»« Oui, il devait venir avec nous dès qu'il ferait jour. » Eva haussa les épaules. « Je viens seulement d'ouvrir les yeux. » Léo se leva péniblement et s'étira pour évacuer la raideur de ses muscles, puis regarda des 2 côtés de l'allée. Presque tous les sièges étaient occupés. Ben avait dû décider de rester dans le couloir pour dormir par terre. Pas évident sur le sol dur et froid. « Je vais aller le réveiller. Il a dit qu'il faudrait partir dès l'aube. »« Hors de question que je reste coincée ici un jour de plus, » approuva Eva. Léo poussa la porte du wagon. Dans le couloir, il faisait encore sombre. Les petites fenêtres des portes extérieures ne laissaient entrer qu'un filet de lumière grisâtre du dehors. « Burk, ça pue là-dedans !» Dans les toilettes, le contenu de la cuvette avait eu toute la nuit pour macérer, et la puanteur lui fit monter les larmes aux yeux. « Monsieur Maréam ?» Pas de réponse. « C'est moi, Léo. Vous disiez qu'on devait partir dès que... » Il venait de dépasser le porte-bagages vers la seconde moitié du couloir, quand il s'arrêta net. Son cerveau peinait à assimiler ce que l'on lui reportait sous les yeux. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait. La première chose qu'il reconnut fut la paire de chaussures de ville bien cirées de Ben. Elle était sur le côté, l'une au-dessous de l'autre, comme des jumelles sur un lit superposé. Juste à côté, le revers gris clair du pantalon de flanelle de monsieur Maréam avait été un peu retroussé, relevant 2 chaussettes fantaisie citron vert. C'était le reste qui n'avait aucun sens. Au genou, le tissu du vêtement s'assombrissait. Des taches d'humidité étaient apparues et se rassemblaient à une grande tache marron foncé au niveau de la taille de Ben. La dernière chose que Léo reconnaissait de cette image était la ceinture du pantalon et le bas de la chemise, de blanc immaculé, était passé à une couleur sépia mouchetée. La chemise disparaissait dans un damas de gelée sombre et tremblotante qui lui rappelait le gras issu du rôti que maman faisait le dimanche midi. Au milieu de cet amas, il crut deviner des côtes recourbées attachées à une colonne vertébrale. Lorsqu'il saisit enfin ce qu'il avait sous les yeux, il réprima une violente envie de vomir. Le squelette de monsieur Maléram, qui dépassait de ci et là de la gelée, semblait intact. Il ne s'était pas liquéfié et permettait d'éclairer la situation. Ben était mort dans son sommeil. Le positionnement des os indiquait qu'il était allongé en chien de fusil, les mains jointes sous sa veste roulée en boule afin de soutenir son crâne, sur lequel on distinguait encore quelques touffes de cheveux. Léo eut un nouveau holker. Et cette fois, du vomi gicla de sa bouche pour éclabousser le sol jusque devant ses baskets. Il s'appuya contre la paroi pour ne pas s'écrouler.
Oh merde, bon Dieu! Ses yeux qui s'accoutumèrent à l'obscurité identifièrent de nouveaux détails. La gelée noirâtre, ce qui restait du corps de Ben Maréam, semblait décrire une forme particulière. De fins filaments serpentaient dans toutes les directions du sol en caoutchouc. Léo baissa vivement les yeux vers ses chaussures pour vérifier qu'il n'avait pas marché sur l'un d'eux. Non. Il examina les lignes et en repéra une qui semblait plus épaisse et plus ancienne que celle qui se déployait autour pour finir en impasse. Il la suivit du regard. Elle s'épaississait de plus en plus, jusqu'à ressembler à un câble électrique, puis à une corde élimée. Elle se glissait par l'intervalle, sous la porte, et disparaissait dans le wagon précédent. Il s'avança précautionnement et regarda par la fenêtre griffée. « Oh non !» s'écria-t-il en reculant instinctivement. Il restait encore moins du corps de James que de celui de Ben. La ligne sombre qui s'était glissée sous la porte au cours des 2 dernières heures était donc... Oh mon Dieu! C'était un morceau venu de James, qui était parti à la recherche de Ben. James, qui était allé retrouver Ben, pour rentrer en contact avec lui pendant son sommeil. Derrière lui, Eva poussa un hurlement. « Oh mon Dieu! Il est mort !» Elle lui agrippa l'épaule en lui labourant la peau de ses ongles. « Oh mon Dieu, mais quelle horreur !» Elle le tira par le bras pour le forcer à reculer. « Le virus! Il est rentré !» Léo voulait se dégager et prendre quelques secondes de plus pour s'assurer qu'il avait bien compris ce qu'il avait vu, non pas par satisfaction morbide, mais parce qu'il éprouvait un besoin désespéré de savoir comment ils allaient tous finir. Et il voulait aussi partir en courant. Elle l'entraîna jusqu'à la voiture D. « Écoutez-moi tous !» cria-t-elle. Ceux qui dormaient encore s'éveillèrent en sursaut, et les autres se tournèrent vers elle. « Sortez! Sortez tous d'ici !» Léo croisa le regard inquiet de sa mère. Elle voulait son avis. Il hocha la tête avant de s'adresser à tous les passagers qui le dévisageaient, Eva et lui. « Elle a raison! On doit sortir de ce train, tout de suite !» Un des types ivres de la veille, à présent complètement sobre, se leva. « Attendez! Les dernières infos préconisaient de rester à l'intérieur. Pas d'aller se... »« Il est là !» hurla Eva. « Le virus! Il est dans notre wagon !»« Quoi ? Il est passé sous la porte. Il a attrapé le vieil homme pendant qu'il dormait. Il est en train de ramper vers nous !» Des éclats de voix résonnèrent dans la voiture D. Léo vit des visages apparaître dans le couloir au fond, et encore d'autres s'ajouter derrière eux. Ceux des autres voitures voulaient savoir la cause du tumulte. « Il rampe ? Mais qu'est-ce que vous racontez ?» demanda le jeune homme. Avec ses cheveux en bataille et sa chemise de bureau rose sortie de son pantalon, il n'avait plus grand-chose en commun avec l'élégant trader qu'il était encore la veille. Jennifer se leva et se rapprocha de Léo comme pour le protéger. « Léo, qu'est-ce qui est arrivé à Ben ?»« Le virus, il a grandi, maman. Il a poussé sous la porte comme un champignon. » Il parla plus fort pour que les autres l'entendent. « Ce truc, il pousse comme des antennes ou des tentacules, je ne sais pas trop quoi, mais ça avance sur le sol, comme s'il nous cherchait. »« Et il a trouvé le vieil homme !» ajouta Eva d'une voix perçante qui porta jusqu'au bout du wagon comme une sirène de police. « Il l'a transformé en bouillie !» Jennifer dépassa Léo et Eva pour se rendre dans le couloir derrière eux. Le silence s'abattit dans la voiture D. Elle réapparut quelques secondes plus tard, livide. On aurait cru qu'elle était sur le point de vomir ou de s'évanouir. « Nous ne pouvons pas rester ici, » annonça-t-elle à Léo. « Grace, prends tes affaires, ma chérie. On descend. »« Hein, mais... et si... »« Tout de suite !» hurla sa mère. « Et où allez-vous » demanda le jeune homme. « Il fait jour, » répondit-elle. « On nous a dit qu'il fallait nous méfier de flocons, comme des flocons de neige. Maintenant, nous pouvons les voir tomber. » Chacun avait les yeux braqués sur elle. « Parce que là, je ne pense pas qu'on va venir nous porter secours. » Léo atterrit près de la voie ferrée, dans un crissement de gravier qui
qui effraya les oiseaux perchés sur les câbles électriques au-dessus de lui. Ils s'envolèrent dans le gris maussade du ciel avec un bruissement d'ailes. Cette image lui parut presque de bon signe. Peut-être que les oiseaux sont immunisés. Il tendit les mains vers Grace pour l'aider à descendre, puis fit de même avec sa mère. Il entendit d'autres pieds atterrir lourdement sur le ballast. Apparemment, la nouvelle s'était répandue dans tout le reste du train. Il valait mieux sortir que de rester à bord. Certains avaient réussi à forcer les portes, et les autres passagers suivaient le mouvement. Léo tendit les mains vers Eva. Par un accord implicite, Eva faisait désormais partie de leur groupe. Jennifer se tourna vers l'avant du train. Devant eux se dressait la voiture C, celle dans laquelle ils avaient commencé leur voyage, puis la B, celle qu'ils avaient bloquée, la A et enfin à l'extrémité, la cabine du conducteur. Après, il n'y avait plus que la voie ferrée, nue, qui partait tout droit jusqu'à l'horizon, flanquée de chaque côté des talus très raides et recouverts d'orties. « Norwich doit se trouver par là-bas », suggéra Léo. Jennifer examina les wagons avec méfiance. « Maman ?» Elle semblait sortir de sa trompeur. « Oui, je sais. Il faut marcher dans cette direction. » Léo fit quelques pas, lentement. Il se dirigea vers la droite pour gravir le talus. Il alla aussi haut qu'il put, jusqu'à ce que les orties et les broussailles ne lui bloquent complètement le passage. Puis il se retourna pour embrasser le train entier du regard. Il reprit son chemin, dépassa la voiture C et se retrouva au milieu de la voiture B, une des deux dédiée à la première classe. Derrière lui, il entendait les pas de maman, de Grace et d'Eva. Une curiosité morbide le poussait à glisser des regards vers la gauche, afin d'apercevoir ce qu'il se passait dans le wagon de première classe. Il profita d'une brèche dans le muret de broussailles pour monter encore plus haut sur le talus, jusqu'à avoir la bonne vue sur le wagon A. Il entendit maman dire à Grace de ne pas faire comme son frère et d'avancer. Elles le dépassèrent par en dessous, tandis que Léo examinait lentement la première voiture. Chaque fenêtre semblait ornée d'un fin rideau en dentelle rose, comme dans le salon douillet d'une vieille dame. Sauf que ce n'étaient pas des rideaux, mais des voiles semi-opaques, composés de longues membranes tendues, de fils semblables à des veines qui laissaient deviner la boucherie qu'on pouvait trouver derrière. Des images de Ben et de James lui revinrent brutalement à l'esprit. Les tissus de leur corps, en train de fondre, laissant apparaître les os qui soutenaient les bouts de cartilage que le virus avait dédaignés. Leurs vêtements, recouverts de taches sombres, accrochés à leur squelette, qui les faisaient ressembler à des épouvantails de cauchemar. « Tu ne dois plus penser à Ben, compris, fiston ?» La voix de son père le sortit de sa trompeur. « Tu ne dois plus penser à ce que tu as vu. Ben n'est plus là, James non plus. Et tous ces pauvres gens là-dedans non plus. Ils ont trouvé un monde meilleur à présent. » « D'accord, papa. C'est bien, mini-clown. Maintenant, ce qui compte, c'est d'arriver à Norwich. » Léo descendit pesamment le versant et courut rejoindre les autres. « Je ne veux absolument pas savoir ce que tu as vu, » l'avertit aussitôt Jennifer. Elle avait atteint l'avant du train et s'était mise à marcher sur la voie. Elle préférait les graviers et les rails aux talus couverts d'orties et à l'ombre menaçante des arbres rabougris qui poussaient au sommet. Léo se retourna et vit qu'elle avait pris la tête d'une longue file de voyageurs déraillés. « Rappelle-toi bien ce que t'a dit le vieil homme, fiston. Tu dois aider maman, dès que tu le peux. Elle est forte, mais ce n'est pas Wonder Woman. » Il avança en silence, aux côtés de Grace et de maman, et passa un bras protecteur autour des épaules de sa sœur. 48 heures plus tôt, elle se serait écriée « Berk !» en se dégageant. 48 heures plus tôt, elle donnait encore à son loser de grand frère des conseils sur sa vie sociale, comme le courrier de cœur des magazines qu'elle dévorait. Là, elle lâcha la main de leur mère, et reconnaissante, elle serra celle de son frère.